Donc, ce webinaire sera consacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Microsoft Project et à la roadmap en fait 2024. On profite de cette roadmap, de la présentation de cette roadmap pour vous faire un retour d'expérience sur le déploiement de Project for the Web, donc de Project for the Web et Accelerator chez un client qui s'appelle GoGoSqueeze. Alors, je suis Nicolas Mattioni, consultant senior, donc plutôt spécialisé outils sur les environnements Microsoft. Et pour ce webinaire, je serai accompagné de l'excellent François Fier, mon collègue. Je te laisse te présenter peut-être. Oui, merci Nicolas. Donc François, je suis consultant fonctionnel chez TeamSquare. J'accompagne nos clients sur la mise en place d'outils et méthodes liées à la gestion de projet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un client qu'on a accompagné, qui est GoGoSqueeze, comme a dit Nicolas, qui fait partie du groupe Bell. C'est un client pour lequel on a mis en place Project for the Web avec l'accélérateur. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter sous forme de démo ce qu'on a mis en place. Merci. Alors, l'agenda. On va faire une rapide introduction, notamment pour remettre un petit peu dans le contexte la notion de work management, parce que Microsoft communique beaucoup sur cette notion de work management. Donc, on va voir comment ça se décline au niveau des outils. Ensuite, on passera directement sur le retour d'expérience. Donc, je laisserai la parole à mon collègue. Et ensuite, on vous présentera donc très rapidement notre offre de service par rapport justement à Project et voir un petit peu ce que ça peut impliquer en termes d'action et en termes de choses à déployer chez vous. On terminera avec la roadmap 2024 et une petite session de questions-réponses. Donc normalement, vous pouvez d'ores et déjà poster vos questions dans le chat sur Teams. Mes collègues sont déjà connectés et peuvent commencer éventuellement à répondre, mais en tout cas, on s'aménagera un petit temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Si d'aventure, on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, on reprendra contact avec vous ultérieurement. Alors, commençons déjà par présenter TeamSquare. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc TeamSquare a été créé en 2007, donc 17 ans d'existence déjà. Les activités de TeamSquare ont beaucoup évolué avec le temps. C'est vrai que le métier évolue très vite, mais il faut savoir quand même que le cœur de métier, ça reste le management de projet et le management de portefeuille de projet. Donc ça, c'est vraiment le métier de base qui est au cœur des activités de TeamSquare. Néanmoins, on a fait beaucoup évoluer les activités ces dernières années. Alors 20 ans d'expérience, voire même plus pour certains d'entre nous, sans vouloir leur faire offense. Donc on a une solide expérience sur tous ces métiers-là, que ce soit au niveau sur les aspects méthodos et également sur les aspects outils. On le verra dans l'offre directement juste après. La richesse de TeamSquare, et ça c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il y a une diversité des profils et des parcours professionnels. On n'a pas un type de profil particulier chez nous. Il y a vraiment un mélange de profils, donc c'est vraiment intéressant et ça apporte beaucoup de valeur à nos clients. Donc ça, c'est une chose qu'on essaye de garder avec le temps. Autre atout et autre particularité, c'est qu'on a des partenariats qui sont solides et durables. C'est-à-dire que ça fait de nombreuses années qu'on renouvelle le partenariat, alors que ce soit avec Microsoft, le PMI pour des aspects plus méthodos, plus organisationnels. Également SAP, on a une branche qui est spécialisée sur les activités SAP. Au niveau de l'offre, donc je dirais qu'il y a 4 piliers. La première, c'est la délégation de profil. Donc c'est le cœur de nos activités avec la mise à disposition de profils chefs de projet, de Scrum Master. On est même capable d'aller jusqu'à la mise en place d'un PMO. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la machine. Beaucoup d'expertise donc autour du conseil. Donc là, ça va être très très varié. C'est pas forcément exhaustif dans ce slide, mais que
que ce soit sur la partie audit, processus, méthode, la partie portefeuille stratégique. Et dernièrement, on a beaucoup investi sur la transformation, donc il y a beaucoup de choses, notamment sur notre site web. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner. L'expertise technique, bien évidemment, avec les outils, le déploiement d'outils, les développements. On a notre propre équipe de développement et on a aussi notre propre équipe de support dédiée donc aux outils. Alors, il n'y a pas que Project, mais en tout cas, il y a des équipes qui sont dédiées à ça. On a également tout un volet autour de la gestion du changement. On verra d'ailleurs que pour Project for the Web, ça peut être quelque chose de très important à prendre en compte. Donc derrière gestion du changement, on va mettre la formation, coaching, communication, etc. Mais c'est pas forcément exhaustif. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent être liées au change. En termes de localisation, alors on est sur Lyon et Paris, on a 2 agences. On a également une petite antenne à Genève parce qu'on rayonne sur toute la Suisse. Et ce dernier temps, on a également des consultants qui sont présents en régions beaucoup plus lointaines, les Canaries, le Japon, le Pérou. Donc c'est vrai qu'on a une présence maintenant qui est assez solide au niveau international. Alors pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on souhaitait reparler en fait de cette notion de work management. C'est vrai qu'on a ces dernières années, on a plutôt l'habitude de parler d'outils PPM ou EPM pour les plus anciens. Donc PPM, c'est le Project and Portfolio Management. Et en fait, on voit que ce type d'outil évolue en fait avec le temps. Aujourd'hui, on va couvrir un spectre qui va être beaucoup plus large. Donc Microsoft communique beaucoup, vous voyez, sur ce type de découpage en fait, et on voit que la frontière entre les deux devient de plus en plus floue en fait. Il y a vraiment une complémentarité, je dirais, entre les deux types d'outils. Il y a 2 types vraiment d'usages. Il y a les usages de base sur la gauche, où là, on a vraiment des prérogatives qui sont proches du management de projet classique, mais qui restent relativement ponctuelles. C'est-à-dire qu'on a de la gestion de tâches individuelles, des petits projets, une approche plutôt Kanban. On est sur une approche orientée objectif. On a besoin d'avoir des livrables rapides. On a besoin de savoir grosso modo quelle est la charge de travail de l'équipe, mais on ne va pas forcément très loin en termes de management de projet au sens où on l'entend. Et sur la droite, vous avez une approche qui est beaucoup plus classique, donc avec un niveau en tout cas d'intégration de complexité qui peut être plus importante. Donc là, avec de la gestion de portefeuille opérationnel, de la gestion de ressources bien évidemment, avec du capacity planning et aussi de la feuille de temps avec du consommé. Beaucoup de choses autour des objectifs et des résultats clés. Donc ça, on voit que dans Project for the Web, ça fait l'objet d'une rubrique particulière. Le reporting, alors il existe des 2 côtés, mais je dirais qu'on met beaucoup plus l'accent sur l'aspect reporting au niveau de la gestion des activités en entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de décideurs et de responsables qui vont se pencher en fait sur les données qui vont être stockées dans ces systèmes. Par rapport à ça, alors il y a un département chez Microsoft qui s'appelle WorkLab et qui est dédié qui explore en fait les tendances et les idées sur l'avenir en fait du travail en entreprise. Et voilà ce qui ressort en termes de chiffres sur cet aspect work management. Donc on constate qu'il y a à peu près 60% des collaborateurs qui pensent que les outils ne sont pas forcément adaptés à leur manière de travailler au quotidien. Donc ça, c'est un constat qui est fait chez beaucoup de clients. 64% des collaborateurs pensent que ces outils ne sont pas forcément en corrélation aussi suffisamment avec les processus internes. Donc il peut y avoir aussi des freins par rapport à ça. Et également, un peu plus de 70% souhaiteraient que les outils soient plus homogènes, qu'il y ait une homogénéité plus importante et surtout qu'on puisse faire des allers-retours entre ces outils et qu'il y ait une compatibilité.
Donc on voit que c'est toujours un petit peu les mêmes sujets qui reviennent et en tout cas Microsoft s'est basé un petit peu sur ces constats-là pour remodeler un peu l'offre et vous allez le voir, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Alors sur l'offre actuelle, hein, à date, on va dire, et encore pour quelques semaines, on fait encore la distinction entre Planner, hein, l'outil plutôt de gestion de petits projets et de tâches, hein, dans Microsoft 365. Et ensuite, on va plutôt basculer dans le monde du PPM avec Project for the Web, hein, bien évidemment. Et on va le voir tout de suite, l'implémentation de Project avec toute la puissance de la Power Platform. Donc, Project for the Web avec Accelerator, avec Power BI, etc. Donc, vous voyez qu'il y a on balaye tout un champ en termes de rôle, hein. Il peut y avoir du chef de projet plutôt informel, qu'on va appeler non professionnel. Alors, j'aime pas bien ce terme, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'ils le traduisent en anglais. Voilà, l'idée, c'est qu'on passe de ce type de population à des chefs de projet qui sont beaucoup plus aguerris. Alors nous, c'est vrai qu'on va plutôt intervenir sur les scénarios les plus complexes, mais néanmoins, on a tout à fait la capacité à déployer des outils, on va dire, beaucoup plus classiques. Sans transition, je vais proposer à François de prendre la parole. Et puis, on va démarrer le retour d'expérience. Merci Nicolas pour cette introduction. L'idée maintenant, c'est que je vous présente un peu ce qu'on a mis en place chez un client qui s'appelle GoGoSqueeze. Alors, petit mot d'introduction sur qui est GoGoSqueeze. GoGoSqueeze, ça fait partie du groupe Bell. C'est une entité du groupe Bell qui est spécialisée dans la commercialisation de produits alimentaires pour enfants, et notamment les compotes sous forme de gourdes, sur le marché nord-américain. Donc, c'est un client avec lequel on travaille depuis maintenant pas mal d'années, puisqu'on les avait accompagnés sur le déploiement de Project Online. Et là, depuis quelques mois, on travaille avec eux sur la mise en place de Project avec l'accélérateur. Là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'instance de l'environnement plutôt de démonstration. J'y vais. Hop. Donc l'idée, comme je vous disais, c'est que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place à travers Project et Project Accelerator. Donc ce que vous voyez à l'écran, ce que vous allez voir apparaître, c'est la homepage de Project, l'Accelerator. C'est très facile pour s'y connecter, vous utilisez n'importe quel navigateur web, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants et vous arrivez sur une page d'accueil qui peut être la suivante. Où on retrouve déjà un certain nombre de dashboards et un niveau de reporting déjà présent. Donc, tout ceci, en fait, sont des choses qui sont natives, mais qu'on est venu customiser pour les besoins de GoGoSqueeze. Et donc, par exemple, ces dashboards que vous voyez ici donnent un premier niveau d'information. On a sur la gauche des dashboards qui concernent les project requests. Alors, qu'est-ce que c'est que la project request? Ce sont les demandes de projets. Juste pour information, hein, toutes les informations que je vous présente là sont des fausses informations. On est sur un environnement de développement, donc tous les projets ne sont pas de vrais projets. De toute façon, vous allez le voir au nom des projets. Mais évidemment, on a une instance de prod aussi chez GoGoSqueeze où là, les utilisateurs rentrent leurs vraies données. Donc, je disais que la project request, c'est la demande de projet. On peut avoir donc un premier niveau d'information. Vous voyez qu'il y en a 9 en tout. Il y en a une à l'état de nouvelles, 2 qui sont en review, 6 qui sont en approved. On voit en dessous sur ces mêmes project requests, donc qui sont des demandes de projet. Donc, c'est avant que le projet soit créé, on fait des demandes. On voit ces project requests répartis selon des priorités et un ordre de grandeur concernant le budget. On voit des dashboards aussi sur les projets qui sont regroupés par business unit ici. Tous les projets en dessous aussi regroupés par business unit. On voit le nombre. Là-haut, c'est plutôt concernant les données budgétaires. Et on a aussi une notion de programme avec des programmes par business unit et par santé.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dès la première page d'accueil, on a un premier niveau d'information. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail, si par exemple, je veux voir quels sont les project requests actifs, un peu plus de détails, on peut cliquer ici et vous voyez, on voit ce même graphique et les données qu'il y a derrière. Si je veux savoir quels sont les 2 project requests in review, je peux cliquer dedans, c'est interactif et on les voit ici. Si je reviens sur la home page, en fait, vous voyez ici, on a plusieurs menus sur la gauche. Donc, la plupart des menus sont des menus natifs. Les project requests, le programme project, on peut venir en rajouter. Mais je vais vous présenter un petit peu ces menus-là. On va démarrer par la project request, justement, et on va essayer de dérouler le projet depuis sa project request jusqu'à sa création à travers l'outil qu'on a mis en place chez GoGoSqueeze. Vous voyez, si je clique sur project request, sur le menu project request, on arrive sur une page où on voit l'ensemble des project requests qui ont été créés sur cet environnement-là. Donc, vous voyez, on en a 9, comme on a vu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi à ce niveau-là un premier niveau de reporting avec le nom de la project request, le type, la priorité, par qui elle a été demandée, et ainsi de suite. On peut les regrouper aussi à travers cet affichage, par exemple par priorité. Vous voyez, on a les project requests au niveau de priorité haut, au niveau de priorité bas, moyen et urgent. On peut les regrouper aussi par requester, celui qui a demandé la project request. Donc, on a tout un ensemble d'informations. Ce que je vous propose, c'est qu'on va créer ensemble une request. C'est une demande de projet. Donc, on est en amont du projet. Hein. Le client GoGoSqueeze avait besoin de tracer ça. C'est-à-dire qu'avant qu'un projet soit créé, on fait une demande. Et si cette demande est approuvée, alors le projet est créé. Donc, pour faire cette demande, c'est très simple. Je peux cliquer ici sur le bouton New et vous apparaissez sur une page avec plusieurs informations à remplir pour cette demande-là. Donc là, c'est pareil, il y a des champs qui sont natifs et d'autres qu'on a customisés selon les besoins, qu'on a créés, même customisés selon les besoins de GoGoSqueeze. Vous voyez aussi les champs avec une astérisque rouge qui sont les champs obligatoires à remplir. Ça, on l'a défini avec le client. Donc, par exemple, là, je vais lui donner un nom. Évidemment, celui-ci, il est obligatoire, un niveau de priorité. Je vais pouvoir ici lui donner un type de projet. Le jour où cette project request est créée, on pourra le regrouper en type. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait pas mal de développement. On a créé notamment la possibilité d'avoir des templates quand on lie à la project request. Ce qui veut dire que je peux choisir un template et quand la request est créée et qu'elle est transformée en projet, on aura déjà un certain nombre de tâches qui seront déjà pré-remplies, ce qui évite de partir d'une page vierge. On peut aussi avoir, c'est ce qu'on a mis aussi en place chez ce client-là, un lien direct vers Microsoft Teams. On peut choisir ici, vous voyez, c'est des channels dans Teams. Où est-ce que la documentation de ce projet sera stockée. Donc, dans quel channel de Teams, on peut choisir ça ici et vous allez voir automatiquement un dossier qui va être créé avec un certain nombre de documents à l'intérieur. Donc ça, ce sont des choses typiquement qui ne sont pas natives, comme le template, comme le Microsoft Teams passe, mais qu'on a développé pour les besoins de Bell. Ensuite, on peut définir qui est le requester de la project request. Ça, c'est un champ obligatoire. Je vais être obligé de le renseigner. Je me des noms un peu au hasard. Qui sera le project manager et qui est le sponsor lié à cette project request. Je donne par exemple des noms. Vous voyez, en fait, c'est lié à l'AD. Donc, si je rentre les premières lettres d'un nom, on va pouvoir ressortir des personnes qui ont été créées et qui ont accès à l'instance. Donc, je vous passe un peu toutes les informations obligatoires qu'on peut créer, qu'on doit remplir. Nous, ceux-là, on les a vus avec GoGoSqueeze, donc ils avaient ces besoins-là. Et voilà, vous voyez le type de champ qu'on peut remplir. Ça peut être du texte libre, ça peut être des menus déroulants, ça peut être du nombre, de l'euro, par exemple ici. Je regarde les champs à remplir, des menus oui/non. Vous voyez, c'est assez intuitif et assez simple. On a aussi ici des menus qui nous permettent de mettre des évaluations sur des strategic alignment, ressources, impact et autres qui nous permettront de classer selon un ordre de priorité nos project requests. Une fois que la project request est créée, qu'on a rempli les champs obligatoires, on va pouvoir l'enregistrer et la fermer.
Vous voyez, donc la Project Request, elle s'est rajoutée à mon menu de Project Request. Dans ce centre de Project Request aussi, j'ai oublié de le préciser, on peut avoir plusieurs vues, hein, celles qui sont actives, celles qui sont en review, celles qui sont les miennes uniquement. Et donc là, dans toutes les actives, on voit la Demo Project que je viens de créer ici. Maintenant, si on veut que cette Project Request soit validée et qu'elle se transforme en projet, vous voyez, on va pouvoir changer ce champ-là, Request State. Mais vous voyez, il y a une petite clé derrière, ce qui veut dire que tout le monde n'a pas la possibilité de le changer, ce statut-là. Dans le cadre des besoins de GoGoSqueeze, en fait, c'est l'équipe de PMO qui a la main là-dessus. Et une fois que la Project Request est validée, seuls les PMO peuvent changer et peuvent basculer le statut, d'abord New, ensuite In Review, et de la basculer ensuite en Approved. Et c'est en cliquant sur Approved ici que le champ la Project Request peut se transformer en projet. Je vous invite maintenant à aller sur le menu projet, justement. Et donc là, ce menu de projet, c'est ce qu'on pourrait appeler le centre de projet. On a ici l'ensemble des projets qui ont été créés dans l'entreprise. Donc on a plusieurs vues, enfin dans l'entreprise et sur cet environnement-là. On a plusieurs vues, la vue My Project qu'on a mis en place, qui est filtrée sur les projets que j'ai créés avec l'utilisateur que j'utilise. On a la vue de tous les projets, où là, on aura vraiment tous les projets qui ont été créés sur cet environnement. On a une vue template pour les PMO, on voit les templates. On a une vue aussi projet où j'ai des affectations, c'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, on peut voir les projets sur lesquels je suis affecté. Tout ce genre de vues, toutes ces vues-là, évidemment, sont personnalisables, l'ordre des colonnes, le nom des vues, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des groupements qu'on peut faire. Par exemple, grouper tous les projets par honneur. Donc, on voit tous les projets qui appartiennent à François Fier, ceux qui appartiennent à Quentin Caillou, ceux qui appartiennent à cet utilisateur-là. On peut les grouper par statut et ainsi de suite. On peut enlever les groupings. Je reviens sur le projet que j'ai créé, The Demo Project. En fait, vous avez donc compris que c'était une request qui a été validée. Et à partir du moment où elle était validée, donc du coup, elle est venue se rajouter à ce menu-là. Elle est dans la vue My Project parce que c'est moi qui l'ai créée. Je suis le owner, le propriétaire de ce projet. Vous voyez donc, une fois qu'on rentre dans le projet, j'ai double-cliqué sur le projet, je rentre sur les informations liées au projet. Donc là, on en a un peu plus que dans la request. Vous voyez différents onglets là-haut, Summary, Business Case, Financial et ainsi de suite. Ça seront tous les onglets qui sont liés au projet. Vous voyez le process aussi, projet par lequel, les différentes étapes par lesquelles le projet va passer, idéation, feasibility, développement et autres. Pour passer d'une étape à l'autre, c'est assez simple, on peut cliquer dessus. On voit ici juste le champ obligatoire afin de passer à l'étape d'après. On pourra en mettre plusieurs, mais ici, on en a un qui est déjà rempli et on peut donc avancer vers la phase d'après. On est en phase de faisabilité. C'est assez visuel de voir le process comme ceci et assez simple pour remplir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rendre des champs obligatoires pour passer d'une phase à une autre. Sur l'onglet Summary, on a différentes informations. On a certaines qui sont reprises depuis la fiche, depuis la Project Request, qui est le Project Manager, le Microsoft Team Pass, le template, le sponsor et certaines autres. On a ici, par exemple, le statut du projet qu'on peut remplir, la priorité, la difficulté du projet. Donc, vous voyez, ça, c'est des champs qu'on a customisés. On y a mis un petit peu de couleurs dessus, la météo du projet, et ainsi de suite. On a tout un nombre de champs. Certains sont calculés automatiquement, d'autres sont à remplir par le chef de projet. Donc l'idée, c'est que je vous montre un petit peu les différents menus qu'on peut avoir. Selon les besoins de GoGoSqueeze, on avait tous ces menus-là avec tous ces champs. Vous voyez, dans l'onglet Business Case, on peut remplir du texte lié au projet. Pourquoi le consommateur veut ce projet, et ainsi de suite. Ce sont des champs que l'on peut remplir. Ceux-là sont intéressants. Vous voyez, là, on a des champs de type texte avec du free text, avec du texte libre, pardon.
On peut avoir aussi des tableaux à remplir ici, comme ceci. Je peux remplir un insight avec des menus déroulants, des informations de date, de coût et autres qui vont permettre d'alimenter un tableau et un certain nombre de lignes ici. On a l'onglet Finances ici, car le besoin de GoGoSqueeze était de centraliser toutes les informations liées au coût et au pricing du projet dans cet onglet-là. Vous voyez, on a un tableau pricing ici, on va pouvoir lister les différents coûts et les différents centres de coûts du projet auxquels ils sont liés. Donc, c'est un tableau qu'on remplit comme ceci, avec des informations diverses et variées. Un tableau qui va se remplir de cette manière-là et on va pouvoir alimenter au fur et à mesure les différents coûts et sommer les différents coûts liés au projet dans un tableau comme ceci. On a aussi le tableau PNL en dessous qui est lié aux éléments financiers du projet, donc PNL, c'est-à-dire Profit and Loss, des informations qu'on va pouvoir rentrer sous forme monétaire comme ceci ou chiffrées. Là, vous voyez, c'est une autre forme de mise à jour d'informations. Donc, tout ça pour vous montrer que on peut faire pas mal de choses maintenant avec Project et l'accélérateur et on peut collecter un certain nombre d'informations sous différentes formes. J'enregistre mes données. On a un menu, on a une page liée aux ressources. On voit là toutes les ressources qui sont déjà créées dans mon projet. Pourquoi on a un certain nombre de ressources? Parce qu'on a utilisé un template qui fait appel à ces ressources, qui sont des types de ressources de type générique. Les ressources génériques, c'est plutôt lié à des compétences ou à des besoins dans l'entreprise d'achat, d'IT, marketing et autres. Et aussi, GoGoSqueeze avait besoin de faire une évaluation de l'équipe projet, donc on appelle ça le Complexity Score, où on va pouvoir noter, selon différents critères, l'équipe projet. Donc, vous voyez, c'est un autre format de remplissage d'informations. Cette somme-là de chiffres qu'on va pouvoir remplir donnera un score qu'on verra par la suite sur différents rapports, où on va pouvoir classer aussi les scores des équipes et des projets selon différents rapports. J'avance un petit peu vite, on a des menus de remplissage avec différentes formes, hein, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Celui qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, c'est le menu Task. Et donc là, c'est celui-ci où on va vraiment rentrer dans le détail du planning du projet en question. Vous le voyez, en fait, ce menu task, il est déjà pré-rempli. Pourquoi? Parce qu'on a fait appel à un template, donc un template ou un modèle, comme on dirait en français, qui rentre déjà un certain nombre de tâches avec déjà certaines affectations et un ordonnancement de colonnes qu'on a choisi avec le client. Et donc, c'est à partir de là et à partir de ce menu que le chef de projet va pouvoir planifier son projet. Et pour cela, en fait, il peut rester dans la fenêtre dans l'accélérateur ou alors sinon, c'est plutôt ce qu'on va conseiller, il va pouvoir l'ouvrir dans Project for the Web directement. Et là, du coup, on va gagner un petit peu en place et en visibilité. On rentre vraiment que dans Project for the Web. Avant, on était dans l'application avec l'accélérateur. Donc là, vous voyez, je peux rajouter des ressources. On peut rajouter sur une tâche une ressource générique qui est déjà dans le template, ou alors je peux simplement rajouter des ressources nominatives. Par exemple, si je tape le nom de quelqu'un, la ressource va s'affecter. Alors, soit je peux rajouter un groupe, soit je peux rajouter uniquement la ressource. Je rajoute la ressource et dans ce cas-là, vous voyez, Quentin Caillou a été rajouté sur une tâche qui s'appelle faisabilité duration, où il y avait un certain nombre de jours et l'effort a été calculé automatiquement. Ça, c'est la planification classique. C'est un peu les mêmes choses qu'on avait sur Project. Quelques petites nouveautés qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on a par exemple un historique de suivi des tâches. Ça, c'était quelque chose qui était souvent demandé par les clients, de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur telle ou telle tâche. Et c'est quelque chose que Microsoft a mis en place. Si par exemple, vous voyez là, j'ai changé la durée d'une tâche, je peux rentrer sur les informations de la tâche en question. Et vous voyez, on peut aller sur l'historique de la tâche et on voit en fait l'utilisateur qui a changé la durée
de 50 à 60 jours, il y a quelques secondes, et on voit l'affectation sur Quentin Caillou. Donc, on peut voir tout l'historique de modification d'une tâche. Et ça, j'avoue que c'est assez puissant puisque c'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur les versions d'avant sur Project et qui était demandé. Autre petite nouveauté aussi qu'on voulait vous montrer qui est apparue récemment dans Project for the Web, c'est la possibilité de faire des liens avec des délais, des lead and lag comme on dit en anglais. Par exemple, si j'enlève le lien ici, je veux créer un lien, je peux, voyez, choisir le type de lien. Donc ça y était déjà. Finish to start, start to finish. Et on peut aussi rajouter un délai, un lag, par exemple, de 3 jours. Ça, c'est ou 2 jours, par exemple. Vous voyez le lien. Ça, c'est les petites nouveautés qui sont arrivées. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui toute la planification d'un project for the web parce que ce serait un peu long et puis parce qu'on a fait déjà d'autres webinaires à ce sujet. Je vais vous rappeler brièvement qu'avec Project for the Web, on a le menu grille, mais on a le menu board aussi, où on va pouvoir afficher les tâches de son projet selon différents affichages. Par exemple, si je veux voir à qui elles sont assignées mes tâches, on le voit ici. Ça, c'est pratique pour des revues hebdo ou même quotidiennes de projet. On a la timeline qui est le diagramme de Gantt qu'on peut visualiser ici avec un zoom en avant et en arrière qui a été modifié et qui est plus puissant. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a des exports rapides vers Excel et PDF de cette timeline-là. Ça, c'était des choses aussi souvent demandées, donc on l'a à travers un project. On a différents menus, je ne vais pas tous les montrer, mais un qui est intéressant, qui est apparu récemment, qui s'appelle le menu Assignment, donc on pourrait l'appeler affectation en français. Donc là, on voit les différentes ressources de mon projet, le temps qu'elles ont par tâche, et on peut voir une vue par jour ou par semaine de ces affectations-là. Donc là, typiquement, on voit que la ressource service sur la tâche Golden Hour Work a été affectée à hauteur de 8 heures sur la semaine du 24 mars, de 2 heures sur la semaine du 31 mars, et ainsi de suite. On peut changer les dates, on peut aller sur une période de temps autre. Ici, et on voit donc les affectations. On voit que Quentin Caillou sur la tâche faisabilité duration a été affecté à hauteur de 24 heures sur la semaine du 12 mai et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi une des petites nouveautés qui est apparue récemment. Voilà pour la planification. Je finis un petit peu sur le projet qu'on a créé. Vous l'avez compris, on peut mettre différents onglets selon les besoins que vous avez pour collecter l'information comme vous le souhaitez, avec des menus déroulants, des formats différents. On peut traiter aussi les risques et les problèmes à travers des menus de tableau comme ça, les changements aussi qui sont apparus. Et on voulait vous montrer aussi un autre menu qu'on a mis en place, parce que ça, c'est quelque chose pour le coup qui n'est pas natif, qu'on a mis en place pour les besoins de GoGoSqueeze, qui est un onglet qui renvoie vers l'espace documentaire et vers les documentations liées au projet. Donc, vous voyez ici, on a l'endroit où est stocké le document de Claims. Et si je clique sur le petit onglet ici, en fait, il va me l'ouvrir directement donc dans Excel pour le web, que je vais pouvoir ouvrir sur ma version de bureau. Et donc ça a été généré automatiquement. On a l'espace documentaire aussi, le document R&D, le brief, où je vais directement pouvoir créer et échanger la donnée. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous vous souvenez bien, en fait, ces documents, si vous vous souvenez bien, au début, je vous ai dit qu'on avait choisi un channel Teams où sont stockés ces documents. Je voulais vous montrer ça, parce que là, on voit, ils sont directement ouverts, mais où est-ce qu'ils sont stockés? En fait, c'est très simple, ils sont stockés dans le Teams qu'on a choisi. Donc, je vais ouvrir Teams. Pour vous montrer, en fait, un peu toutes les connexions qu'on peut créer avec les applis d'Office 3, de Microsoft 365. Donc, vous voyez, là, j'avais choisi le channel FRUS. Et donc, vous voyez qu'en fait, automatiquement, on a créé un flux qui crée un espace documentaire. Ça, c'était pour les besoins de GoGoSqueeze aussi. Vous voyez,
les espaces documentaires par utilisateur. Donc là, celui que je viens de créer il y a 13 minutes, il s'est créé en même temps que le projet, qui porte mon nom. Et on voit donc le nom du projet que je viens de créer avec les différents documents ici qui sont liés au projet. Donc c'est très simple. En fait, l'utilisateur, il ne se pose pas la question de savoir où est-ce qu'il doit stocker la documentation, quelle documentation. C'est fait automatiquement pour lui. On a 3 documents, hein, celui que j'ai ouvert tout à l'heure, ces 2 que j'ai ouverts tout à l'heure et un 3e. Donc ça, c'est un développement typiquement sur mesure qu'on a fait pour GoGoSquiz. Donc ça, c'est l'environnement accélérateur avec la page projet. On a d'autres menus. Je ne vais pas avoir le temps de tous vous les montrer, juste vous montrer par exemple celui qui s'appelle Assignment. Ça, c'est quelque chose, un menu qu'on a mis, qu'on a customisé pour Bell, où en fait on a les projets sur lesquels on est affecté et les tâches sur lesquelles on est affecté en tant qu'utilisateur. Donc ça, c'était quelque chose qui n'est pas natif, mais vous voyez, on peut faire des choses assez facilement sur demande. Et puis, je voulais vous montrer aussi le lien avec Power BI. Donc, toutes les informations projet et portefeuille projet sont rentrées ici dans cet environnement-là. Et on va pouvoir les visualiser à travers des dashboards dans Power BI qui vont collecter toutes ces informations-là et qui vont nous permettre de visualiser les informations projet, du portefeuille projet en tout cas, d'une certaine manière. Donc, on a fait des dashboards sur mesure. Vous voyez là un qui s'appelle Portfolio Overview, où on voit l'ensemble des projets qui sont regroupés par statut, phase, type et ainsi de suite. Typiquement, si je veux voir que les projets qui sont terminés en Q3 2025, je peux cliquer ici et je vois ici mes 2 projets qui se terminent sur Q3 2025. Et si je veux voir tous les projets, je reviens sur cet affichage-là. Si je clique par exemple sur les projets qui sont de la BU transversale, le reste du rapport est filtré. Donc ça, c'est du Power BI. Je pense que certains parmi vous connaissent. C'est assez puissant. On peut faire tout plein de rapports sur mesure. Donc on en a fait un certain nombre ici. Je vous montre celui qui s'appelle Project Stirco, où là, en fait, on va pouvoir filtrer sur un projet. C'est un petit peu comme une fiche projet qu'on pourrait avoir. Vous voyez, là, j'ai l'ensemble des projets qui sont créés sur cet environnement. Là, j'ai le projet bêta qui est filtré. On voit ici la matrice des risques avec les 2 risques qu'on a rentrés sur ce projet, qui sont en dessous, hein, Cost Analysis Estimation et Furniture Missing. Si je veux savoir, si je veux filtrer sur celui-là uniquement, je le vois, il est ici. Et puis, vous vous souvenez, on avait la Complexity Score, c'était les scores qu'on a remplis sur l'équipe projet selon un certain nombre de critères. Et en fait, on va pouvoir les visualiser sous forme de visuel comme ceci, avec un score total automatiquement calculé. On a aussi les tâches par statut de notre projet, celles qui sont en retard, complétées, et ainsi de suite. Les ressources aussi qui sont affectées sur le projet. On a tout plein de rapports custo et puis aussi on a les rapports natifs de Microsoft qui sont très facilement mis à disposition pour le client. Donc celui-ci qui est un autre rapport de dashboard en fait de portfolio pour avoir la vue portefeuille opérationnel. Celui-là on l'a pas retouché, mais on a les projets par project manager et là c'est la même chose. Si je filtre, j'ai le reste du rapport qui est filtré avec un certain nombre d'informations. On a aussi les rapports qui peuvent concerner les requests, ici, où on a l'ensemble des requests qui sont regroupés par type, par exemple, avec le coût total. Je vais pouvoir filtrer par les requests qui sont de type médium et ainsi de suite. Et puis, je voulais vous montrer aussi les rapports qui concernent les ressources, parce que l'affectation des ressources, c'est quelque chose d'important, on le sait, et donc là, on a par exemple un ressource dashboard, il nous montre l'ensemble des ressources qu'il y a dans l'environnement et on peut voir sur quels projets elles sont affectées. Si je veux filtrer sur une ressource en particulier, je peux, et je vois le nombre de tâches futures, late, en retard et autres sur cette ressource. On a le rapport ressource allocation qui est intéressant. Alors, je suis filtré sur une ressource en particulier, mais je peux filtrer sur toutes les ressources. Et vous voyez, là, on voit le plan de charge, en fait, sur les mois à venir de mes équipes. On voit que la ressource François Fier est bien affectée, au contraire de d'autres. Je peux filtrer sur une ressource en particulier, donc justement François Fier.
afin de voir un petit peu les charges par mois. On pourrait avoir cette visualisation par semaine, par jour. Et même, on peut filtrer au mois. Si par exemple, je veux savoir sur le mois de février les projets sur lesquels François est affecté, je le vois ici. J'ai cliqué sur février, je suis filtré uniquement sur février. Je vois que je suis affecté sur le projet 4 et le projet 2. Et on peut même voir le détail des tâches en dessous, ce qui nous donne un plan de charge assez puissant. C'est la même chose si je clique sur avril ou autre, on peut voir ça à la maille du mois. Et puis, je voulais vous montrer, bon, j'aurai pas le temps de vous montrer tous les autres rapports, mais ça, c'est un rapport sur les tâches. L'idée est là, vous voyez, en fait, on va avoir les projets qu'on va créer dans Project for the Web. On aura l'accélérateur pour nous donner une vue un petit peu portefeuille projet avec ce centre de projet et aussi pour customiser un peu toutes les informations qui sont liées au projet, hein, si je reviens dessus avec toutes les pages ici. Et on aura aussi le Power BI pour visualiser. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait vous montrer, la puissance de la Power Platform, toutes ces applications qui sont interconnectées. Finalement, l'utilisateur, il ne voit pas trop quelle application il utilise, mais il a une interface qui est assez sympa, assez intuitive et assez dynamique. Une interface que nous, on peut bien sûr customiser selon les besoins du client. Donc voilà, j'espère que cette démo était assez courte, mais j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de vous projeter un peu pour voir à quoi peut ressembler le déploiement de Project for the Web avec l'accélérateur. Je vais repasser la main à Nicolas pour la dernière partie de ce webinaire et les questions à la fin qu'on prendra, parce que j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre. Merci François. Alors, je vais reprendre la main. Ok, donc vous avez pu voir que grâce à cette démonstration, on voit la mise en application hein, de manière très concrète de Project for the Web avec la Power Platform. Donc ça couvre finalement un scope assez large. Hein. C'est ça qui est vraiment intéressant sur ce type de déploiement. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur l'offre en fait de service, hein, ce qui nous a amené à mettre en place cette offre de service, finalement c'est le retour d'expérience par rapport à tous les déploiements qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, l'offre elle s'articule de cette manière. En fait, on part du principe qu'il y a toujours un espèce de socle de base où en fait on va déployer l'outil natif hein, avec ou sans l'accélérateur, mais généralement la plupart des clients vont plutôt repartir d'une base où on met à disposition l'accélérateur et ensuite on va venir rajouter tout un tas d'options sur ce socle de base. Et on verra tout à l'heure, il y a une partie, bien évidemment, qui concerne l'accompagnement. Sur les options, il peut y avoir plein de choses, en fait, hein, du fait qu'on ait des équipes de développement et de consultants outils qui sont vraiment dédiés, on a tout un tas de possibilités sur ces options. Donc, je pense par exemple à la reprise de données. J'ai des questions d'ailleurs à ce sujet-là. Il peut y avoir des reprises de données partielles, il peut y avoir besoin de faire un nettoyage depuis une source donnée, il peut y avoir besoin de faire de la reprise de données manuelle ou automatique. En tout cas, tout ça, ça peut faire partie d'une option. L'intégration également, hein, on a vu qu'il y avait une partie de l'intégration qui se faisait nativement avec Teams, mais on peut aller encore plus loin hein, et faire de l'intégration beaucoup plus profonde avec Teams. Mais on peut aussi échanger des données avec Exchange. Par exemple, on a des clients qui ont besoin d'échanger des données avec Outlook, hein, avec les rendez-vous Outlook. Jira aussi, hein, on a eu des cas d'utilisation autour de Jira. Les rapports, ça, on a vu qu'il y avait un vrai besoin autour de ça. Alors nous, on a quelques rapports qu'on appelle un petit peu sur étagère, hein, toujours les mêmes besoins. Donc c'est des choses qu'on vient rajouter en option hein, sur le socle de base. Le capacity planning, donc le plan de charge, ça peut être aussi un espèce de tableau de bord de type PMO qu'on met à disposition et l'offre autour des rapports, elle grandit au fil de l'eau.
Puis ensuite, il y a tout un tas d'options qu'on peut venir rajouter. La gestion des documents, on l'a vu tout à l'heure, la traduction, parce que forcément l'accélérateur vient en anglais, donc dans certains cas, il faut pouvoir traduire dans d'autres langues le produit. Sur la phase d'accompagnement, c'est vraiment important de ne pas la sous-estimer. Il y a forcément, alors il y a une phase de formation. L'outil reste très intuitif, très intégré à Office 365, mais passer par une phase de formation, ça peut être quand même intéressant. Et aussi sur l'aspect administration, parce que ça peut aussi devenir assez complexe hein, si les utilisateurs ne sont pas formés, en tout cas les administrateurs fonctionnels ne sont pas formés. Hein. La gouvernance, ça c'est un vrai sujet. Dès qu'on parle de cloud, il y a tout un tas de sujets autour de la sécurité des données, où est-ce que je stocke mes données, dans quel environnement, quelles sont les possibilités en termes de partage vers l'extérieur. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument avoir les idées claires quand on déploie ce genre de produit. Le change, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un volet très très important. Comment on accompagne en fait le déploiement de l'outil dans l'organisation. Et on a ce terme aussi d'acculturation digitale où il faut aller faire un petit peu d'évangélisation et accompagner certaines populations dans l'organisation vers ces nouveaux outils digitaux. Donc l'objectif, c'est d'abandonner peut-être un peu Excel et d'aller faire des outils un petit peu plus intégrés. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette offre de service, il nous paraît, nous, intéressant de passer par une espèce de phase de diagnostic. Hein. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est de tailler un petit peu une offre sur mesure. Donc, vous avez, je vous remettrai le slide avec notre équipe commerciale, hein, si vous souhaitez les contacter. Mais en tout cas, ça nous paraît intéressant quand même de passer par cette phase de diagnostic. Allez, on va passer à la roadmap 2024. Donc, comme je le disais tout à l'heure, alors il y a tout un tas d'annonces qui ont été faites par Microsoft hein, ces derniers temps. Donc pour ceux qui se tiennent un petit peu au courant, il y a des choses autour du blog de Planner. Il y a plein d'informations qui sont sorties. L'objectif, c'était de vous refaire un petit état de lieu sur la stratégie et les nouveautés. Alors, le gros des nouveautés, ça va être surtout le fait que Microsoft a décidé de fusionner les outils de gestion de tâches, de planning et de projet. Comment ça se traduit concrètement? Ça veut dire que To-Do, Planner et Project for the Web vont être finalement centralisés sous une seule et même bannière. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Project depuis des dizaines et des dizaines d'années, il faudra faire le deuil de ce terme. En fait, pour l'instant, on va passer sous la bannière Planner. Ça ne veut pas dire qu'on perd les fonctionnalités de Project, ça veut juste dire qu'en termes de marketing, en tout cas, il y a un seul produit qui va couvrir l'ensemble on va dire, des besoins. Bon, je ne vais pas vous faire l'article hein, de tout ce que met en avant Microsoft, mais ce qu'ils souhaitent en tout cas mettre en place, c'est la simplicité, le fait que ce soit flexible. Je vais pouvoir faire des petits projets où là, je vais faire du planeur traditionnel. Je vais pouvoir gérer des plus gros projets où là, je vais basculer plutôt dans du Project for the Web. Et la grosse tendance de ces derniers mois, c'est l'intégration de Copilot, donc l'intelligence artificielle à l'intérieur de Planner. Alors, en termes de sortie du nouveau Planner, alors on a laissé les termes en anglais hein, parce que il n'y a pas forcément de date encore complètement fixée par Microsoft. Néanmoins, pour certains d'entre vous, il peut déjà, vous pouvez déjà avoir le nouveau Planner en fait déjà disponible dans votre tenante Office 365. Donc le déploiement, il a commencé début mars. Donc certains clients ont déjà le nouveau Planner. Il vous suffit d'activer le mode preview dans Teams et en fait le nouveau planner descendra automatiquement dans votre Teams.
Ça veut dire que pour l'instant, on peut jouer avec le nouveau planeur uniquement à l'intérieur de Teams et un peu plus tard dans l'année, on aura la possibilité de travailler avec cette nouvelle application en mode web, c'est-à-dire sans passer par sans passer par Teams, en passant par task.microsoft.com. Copilot dans le planeur. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a d'ores et déjà Copilot est déjà déployé en prod depuis plusieurs mois sur les tenantes Office 365. Il est déjà disponible dans un certain nombre d'outils, Word, Excel, PowerPoint, etc. Il y a déjà des choses dans la Power Platform également. On a des choses sur Automate notamment qui sont disponibles. La bonne nouvelle, c'est que Copilot est intégré dans Planner. Donc, on peut déjà jouer avec Copilot à l'intérieur du nouveau Planner sans licence particulière. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un petit bout de Copilot à l'intérieur de Planner sans payer la licence Copilot au global. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ça va être quelque chose qui va arriver tout de suite. Ça va être disponible sur le mois de mars, le mois d'avril. Et ensuite, on va basculer sur Copilot en mode web, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le deuxième semestre, à mon avis, 2024. Au niveau des fonctionnalités de Copilot, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des commandes de base, crée-moi une tâche, déplace-moi une tâche, etc. De la création de planning, ça c'est intéressant. Crée-moi un planning. Je souhaite par exemple déployer un outil de gestion de projet ou un outil de ticketing. Il va nous proposer un canevas, un plan en fait, préparamétré à l'intérieur. Donc ça peut vous faire gagner pas mal de temps. On a un système de questions-réponses aussi où on va pouvoir poser des questions à Copilot sur le projet en cours. Il va pouvoir aussi nous générer des emails automatiquement. Donc ça, je dirais que dans un premier temps, les premières fonctionnalités, elles vont surtout vous apporter en termes de gains de productivité. Ça ne veut pas dire que pour moi, on est loin de remplacer l'être humain sur ces premières fonctionnalités, mais on arrive quand même à faire gagner beaucoup de temps aux chefs de projet. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et il faut garder l'œil là-dessus. Évidemment, donc les données sont basées sur le contenu Microsoft 365. Donc ça veut dire que Copilot apprend en fait au fur et à mesure sur le contenu que vous lui déposez à l'intérieur du tenant Office 365 et il va devenir de plus en plus pertinent au fil des mois. Il y a des extensions et des connecteurs personnalisés. Donc ça, c'est plutôt pour le monde du développement où là, on va avoir des capacités à venir interagir avec le moteur d'intelligence artificielle via des API. Donc ça, on pourrait imaginer des scénarios un petit peu plus avancés sur cette partie-là pour ceux qui en ont besoin. Si on fait un petit peu plus le focus sur Project for the Web, qu'est-ce qu'on a en termes de nouveautés intéressantes? Quelque chose qui... alors, les liens avancés, donc ça, c'est déjà passé en production depuis quelques semaines. Ça, c'est intéressant. Les planifications initiales, la première vague, on va avoir le calcul de planification initiale au niveau projet, donc avec des calculs d'écart automatiques. Ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de clients qui l'ont demandé jusqu'à maintenant. Elle va être stockée dans le Dataverse. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir exploiter les données dans du Power BI derrière. Attention, il va y avoir des petits changements en termes de licensing. Il y a des choses on pouvait quasiment tout faire avec Project Plan 1. Il y a certaines fonctionnalités qui vont arriver, mais avec un surcoût en termes de licensing. Là, par exemple, tout ce qui va être planification initiale, ça va arriver avec du Plan 3. Le zoom amélioré, bon, il va y avoir quelques petites améliorations un peu mineures, mais qui vont vous faciliter la vie sur l'application. Et ça, c'est quelque chose qui devrait arriver, alors plutôt que second semestre, c'est le portefeuille, ce qu'ils appellent le portefeuille opérationnel, le vague 1, avec une nouvelle entité qui va faire son apparition dans la base, dans le Dataverse, dans la base Project for the Web, qui va s'appeler portefeuille. Et en fait, il va y avoir un lien entre projet et portefeuille. Donc, on va revenir un petit peu à ce qu'on savait faire sur du Project Online, par exemple, avec cette notion de portefeuille. Donc ça va être assez intéressant.
Ils annoncent également la prise en charge de projets externes. Donc pour l'instant, j'ai pas tellement de détails sur cette partie-là, mais je pense que ça peut être intéressant déjà de voir comment ça fonctionne en mode standalone dans Project for the Web. Et puis après, il y aura peut-être des possibilités de prise en charge de type de projet externe. Attention, prérequis, plan 5. Donc prévoyez peut-être des surcoûts en termes de licensing si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité.